Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir TATV pour vous informer. Bienvenue dans ce 20h, dont voici le sommaire. Grogne chez les employés de Rio Tinto. Ils étaient mobilisés ce lundi pour dénoncer la politique de compensation envisagée par la direction. En France, l'affaire Big Malion fait parler d'elle encore. Conséquences politiques, Nicolas Sarkozy pourrait faire face à un procès avant 2017. Sommet du G20 en Chine, une fois encore, Washington et Moscou ne s'entendent pas sur la crise syrienne. C'est tout pour les titres, le détail dans un instant. Encore une fois, bonsoir. Les rangs du Front patriotique grossissent. Ce week-end, 9 formations politiques ont rejoint cette alliance. Selon les nouveaux adhérents, leur objectif est de contribuer au développement de la nation par des propositions concrètes de bonne gouvernance au bénéfice de la Guinée. Li Mariama Bailo pour le compte-rendu. Faire du Front patriotique une grande famille de tous les acteurs politiques qui comptent s'inscrire dans la vision du président de la République, soutenir et vulgariser les actions du régime, telle est l'ambition du MPD. Ce week-end, 9 partis politiques ont officiellement marqué leur adhésion à l'alliance du Front patriotique. Cette décision de se rallier au Front patriotique résulte de l'espoir que nous portons en vous compte tenu de la cohésion et de la concordance de vos paroles avec les actes que vous posez. Nous, jeunes leaders, nous engageons derrière vous à soutenir les actions, les idéaux et la vision du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le leader du MPD, satisfait du choix porté sur l'Alliance, se dit déterminé à mener le combat qui est celui d'apporter leur soutien au programme de développement de la nation. Le président Alpha Condé est un atout pour notre pays. Le président Alpha Condé est une chance pour la Guinée. Le président Alpha Condé donc est à soutenir parce qu'avec lui, certainement, la Guinée a connu beaucoup de changements. Il n'est pas évident d'apporter tous les changements en même temps et à la fois. Oui, il n'a pas la baguette magique, ce n'est pas un magicien, c'est un être humain comme vous et moi. Alors il fait de son mieux. Aujourd'hui, les réformes dans tous les secteurs d'activité sont engagées. Et petit à petit, lentement, sûrement, mais efficacement, la Guinée est en train de se relever. Vu leur satisfaction des réalisations faites par le président de la République, ces partis politiques croient en l'avenir, raison pour laquelle, disent-ils, souhaiteraient être comptés parmi les vrais acteurs. L'initiative pour la prospective économique et le développement durable IPED a été officiellement lancée ce lundi à Conakry par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette organisation indépendante vise à contribuer à la réflexion prospective sur les solutions à apporter aux problèmes complexes de développement de la Guinée et de la sous-région. Compte rendu, Soirée Boubacar. L'IPED est un modèle de think tank qui décrypte l'environnement économique et social national et régional à travers des réflexions prospectives, des débats publics et des formations avec pour seul but l'amélioration de la qualité des politiques publiques. Installée dans une vingtaine de pays, cette organisation sert de boîte à idées aux services publics et privés pour imprimer une dynamique de changement de pratique dans la gestion des projets et programmes de développement. Cette démarche vise à réduire efficacement la pauvreté. Le gouvernement guinéen fonde un espoir sur les travaux qu'effectuera l'IPED. Le gouvernement espère que les résultats des recherches, des réflexions prospectives et des débats constructifs que mènera très prochainement l'IPED pour apporter des réponses adaptées aux problématiques urbaines, rurales, minières, énergétiques, foncières, agricoles, environnementales et industrielles de notre développement répondront aux attentes des Guinéens. Se basant sur un travail scientifique, l'IPED entend créer des espaces de dialogue sur les politiques de développement et les orientations stratégiques pour servir d'organisation de référence qui éclaire la prise de décisions en matière de politique publique. C'est pour cela que le Premier ministre Mamadi Youla en appelle à une réflexion profonde pour trouver des solutions durables. Cette occasion doit être mise à profit pour affiner la réflexion orientée vers les actions concrètes susceptibles d'améliorer la qualité de notre gestion économique à travers des solutions efficaces et durables. Les communications de haut niveau qui vont être présentées tout à l'heure, conformément à l'agenda de la journée, permettront, j'en suis persuadé,
de poser des questions importantes en relation avec la problématique de la recherche socio-économique en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Financé par Osiwa, IPED compte déjà engager sa première étude dans les jours à venir et cette étude concernera l'économie des élections en Guinée. Je vous le disais dans le sommaire, le torchon continue de brûler entre la direction générale de Rio Tinto et ses employés. Ce lundi, ils se sont réunis de nouveau pour dénoncer la politique de compression entamée par la direction, mais aussi pour faire la restitution des conclusions des différentes rencontres entre les parties en négociation. Suivez ce compte-rendu de Alseini Diallo. Abat la corruption! Abat la corruption! Abat l'injustice! Abat l'injustice! C'est par ce slogan que les travailleurs de Rio Tinto ont décidé de se faire entendre pour dénoncer le PDV, programme de départ volontaire instauré par la direction générale de cette entreprise. Ce départ, pour eux, n'obéit à aucune procédure normale. Ce lundi, ils se sont réunis à la base logistique à Kolea pour dénoncer cet état de fait. Je suis l'initiateur avec mes collègues de ce mouvement de réclamation des droits de l'ensemble des travailleurs de Rio Tinto. Notre motivation d'abord, c'était pour faire la restitution des différentes rencontres que nous avons eu à faire avec les autorités de la République et ensuite l'implication de la centrale syndicale de l'USTG et avec les démarches que nous avons menées auprès de la direction générale de Rio Tinto. Depuis plusieurs jours, des rencontres sont tenues entre la direction générale de Rio Tinto, les autorités, l'inspection générale du travail et les employés pour trouver une issue favorable à cette crise. Mais ces employés dénoncent l'immixtion de certains cadres guinéens dans les affaires internes de la société Rio Tinto. Il y a nos frères qui s'investissent pour faire du mal aux Guinéens. Vous savez, les investisseurs viennent avec leurs plans dans ces pays. Mais malheureusement, ce que nos frères font, ils font de l'injustice. Ils font du mal à la Guinée, ils font du mal à leurs frères, ils font du mal même aux futures générations de la Guinée. Il faut dénoncer. Donc c'est pourquoi nous dénonçons le directeur général des opérations de Rio Tinto qui a fait une préférence dans la sélection des travailleurs. Il a enlevé les travailleurs qui ont travaillé 10 ans, 15 ans pour les faire remplacer quelqu'un qui n'a aucune expérience et avec son petit frère de lait. C'est qu'on a dénoncé. De la base logistique à Kolea jusqu'à la résidence du directeur général de Rio Tinto, en passant par la direction générale de l'inspection du travail, ces employés mis à la touche par l'entreprise se sont fait entendre. En recevant ces travailleurs, le directeur de l'inspection générale du travail a promis de tout mettre en œuvre pour trouver une solution à cette crise. Donc je vous invite à utiliser les voies légales. Les voies légales. Je pense que depuis le début de ce malentendu, je considère ça comme étant un malentendu entre vous et votre direction, vous avez toujours utilisé les voies légales. Nous sommes saisis du dossier. Tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution, nous n'allons pas vous laisser. Rassurez-vous que vos dossiers se trouvent dans nos mains et nous ferons en sorte que vos réclamations, nous puissions faire jusqu'à ce que les points de vue des deux parties puissent être rapprochés et trouver une solution. En attendant une suite favorable à la rencontre tripartite, ces employés ont regagné leur domicile tout en promettant de rebattre le pavé si rien n'est fait. Le groupe Technomaniac a procédé ce lundi au lancement officiel de la première plateforme éducative et professionnelle Fatala à Conakry. Cette plateforme permettra aux étudiants et chercheurs d'emploi de se perfectionner pour se rendre compétitifs sur le marché du travail national et international. Compte rendu Moussa Sefa Kamara. C'est pour développer l'aptitude des étudiants et les jeunes chercheurs d'emploi, améliorer leur savoir-faire et savoir-être dans leurs domaines respectifs que le groupe Technomania veut introduire dans le système éducatif guinéen cette application. La plateforme digitale Fatala contribuera également à préparer les jeunes pour leur insertion professionnelle. Salifou Kamara est cofondateur de Technomania. Il revient sur les objectifs. Permettra aux jeunes d'échanger avec leur école, leur institution éducative et leurs professeurs pour avoir les connaissances demandées par l'État guinéen. Donc rien ne change du système éducatif guinéen. Nous sommes là tout simplement pour numériser, digitaliser la transmission du savoir. Selon Salifou Kamara, pour l'atteinte des objectifs, il faut l'implication des autorités.
si les écoles sont équipées et si bien sûr la communication, le Wi-Fi est disponible, nous pouvons tout simplement rendre cette application fonctionnelle. Et vous allez voir au fait une transformation radicale sur le système éducatif guinéen. Pour le deuxième cofondateur, Camara Lamine propose aux étudiants et chercheurs d'emploi de toujours à se remettre en cause. Un accompagnement pratique des étudiants pour qu'ils puissent tout de suite pouvoir postuler en fait à l'ensemble des offres et à l'ensemble donc des opportunités d'emploi qui se trouvent au sein de Fatala, parce que il faut que chacun des acteurs fasse leur rôle. On peut mettre à disposition des offres, mais à un moment donné l'étudiant doit pouvoir déposer son CV, un CV qui est lisible, qui est correct, une lettre de motivation qui tient la route pour pouvoir prétendre à un emploi. L'homme étant toujours dans la dynamique de perfectionnement, pour les initiateurs de Technomania, cette structure pourrait bien être profitable pour les candidats. Une fillette de 2 ans a été déflorée ce week-end à Koronti, dans la commune de Kaloum. Le présumé auteur, un jeune homme de plus d'une vingtaine d'années, attend aujourd'hui d'être déféré à la justice. L'ONG Child Friends s'est rendu sur place pour faire un état des lieux sur cette situation. Aïssata Fofana. Une tova vaginale avec déchirure hyménale, c'est ce qu'indique le rapport du médecin légiste après examen de la victime, âgée seulement de 2 ans et demi. Le père, encore sous le choc, revient sur les circonstances. C'était le vendredi. Ma fille était à la maison, elle est sortie maintenant pour uriner. C'est à partir de là-bas que le petit l'a récupéré, il l'a violé. On m'appelle maintenant, avant que je vienne, je l'ai trouvé. J'ai trouvé qu'ils sont partis à la gendarmerie. Je suis parti les rejoindre à la gendarmerie. À partir de la gendarmerie maintenant, c'est à partir de là-bas qu'on nous a donné une lettre de partir faire la visite à l'hôpital pour le bébé. Dans son audition, le prévenu, tapissier de son état, reconnaît les faits selon le commissaire en charge du dossier au secrétariat général de la lutte antidrogue et le crime organisé. Il déclare reconnaître les faits qui sont mis à sa charge. Effectivement, notre atelier de tapissier se situe à l'arrière du domicile des parents de la petite fille, Aïssatou, qui vient fréquemment traîner dans notre atelier. Et les gens disent même que c'est ma femme. Ce matin donc, j'étais seul dans l'atelier pour coudre le tapis d'un fauteuil que je montais. Aïssatou est venue m'y trouver et comme nous étions seuls, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que c'est Shaitan, selon sa propre déclaration. J'ai pris la petite et je l'ai pénétrée par le sexe avec mon doigt gauche durant un moment. Après, je l'ai laissée retourner chez elle. Une situation qui n'a pas laissé indifférente l'ONG de lutte des droits des enfants, Child Friends, qui invite aujourd'hui les parents des victimes à briser le silence. Notre ONG, désormais, que les gens aient vraiment le courage de communiquer, d'attirer notre attention afin que nous puissions vraiment nous saisir des différents dossiers et comme ça conduire les traduire à coup de droit. L'accusé, après sa fin de garde à vue ce lundi 5 septembre, sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. En attendant, la mère, également sous le choc, n'a pas voulu nous montrer sa fille. Ce qui relance de nouveau le débat sur les cas d'abus récurrents sur mineurs, devenus aujourd'hui monnaie courante en République de Guinée. À présent, direction l'Hexagone, l'affaire Big Malion pourrait rattraper Nicolas Sarkozy. Le parquet a demandé le renvoi en correctionnel de l'ancien chef d'État, mais concrètement pas d'inquiétude majeure pour Nicolas Sarkozy. La tenue d'un procès avant 2017 paraît peu probable. Suivez. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Big Malion. Le parquet financier de Paris renvoie Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel avec 13 autres mis en examen. Une nouvelle qui tombe mal pour l'ancien chef de l'État en pleine campagne pour les primaires des Républicains. En cause, le financement de sa campagne présidentielle en 2012. Le chef de file des Républicains aurait dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées, c'est-à-dire 22,5 millions d'euros. Des éléments comptables auraient été minorés, mais l'enquête n'a pas démontré qu'il connaissait le système de fausses factures qui visait à masquer ce dépassement. Il appartient désormais aux juges d'instruction de suivre ou non ces réquisitions dans un délai d'1 mois minimum. Mais d'éventuels recours de procédure sont toujours susceptibles de rallonger les délais. Peu probable toutefois que Nicolas Sarkozy soit jugé avant le mois d'avril 2017.
c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. De son côté, Jean-François Copé, alors à la tête de l'UMP au moment des faits et dont la société Big Malion était dirigée par l'un de ses proches, est toujours placé sous le statut de témoin assisté. Il n'est donc pas concerné par ces réquisitions. Pas de repli dans les violences en Syrie. 48 personnes ont été tuées dans une série d'attaques. Les explosions ont eu lieu dans 2 villes acquises au régime et c'est sans surprise le groupe État islamique qui revendique. Suivez. Journée sanglante en Syrie avec plusieurs attaques dans différentes villes du pays. C'est ici, à Tartous, qu'on déplore le plus grand nombre de victimes. Fief du régime de Bachar el-Assad, l'endroit abrite également une base militaire russe. Ces carcasses de voitures calcinées témoignent de la violence de l'attaque. D'abord, une voiture piégée qui explose. Puis, quelques minutes plus tard, un kamikaze qui se fait sauter en plein milieu de la foule venue secourir les blessés. Une autre explosion à la voiture piégée a aussi causé la mort de plusieurs personnes dans le centre du pays, à Homs. C'est l'entrée d'un quartier à majorité alaouite, la branche chiite, à laquelle appartient Bachar el-Assad, qui a été visée. Au total, 4 endroits ont été touchés, avec plusieurs morts également à l'ouest de Damas, ainsi qu'à Assaké, une ville tenue par les milices kurdes. Cette série d'attaques a été revendiquée par le groupe État islamique. Elle intervient alors que ce dernier fait face à d'importants revers. L'armée syrienne et ses alliés ont à nouveau réussi à assiéger les quartiers rebelles d'Alep. Mais surtout, les djihadistes ont perdu ce dimanche leur dernière position le long de la frontière turque. Toujours en Syrie, plus d'une semaine après le début de l'opération Bouclier, c'est un succès pour l'armée turque. Elle affirme avoir sécurisé sa frontière avec la Syrie en chassant les derniers djihadistes de la zone. Suivez. 91 km de frontières sécurisées, c'est en tout cas ce qu'Ankara affirme. Daesh a été totalement éradiqué de ces zones frontalières au nord de la Syrie. Un succès pour la Turquie. Fin août, Ankara avait lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate, une opération visant à la fois les djihadistes de l'État islamique et les milices kurdes syriennes. Nous sommes ici pour protéger notre frontière, pour assurer la sécurité de nos citoyens et pour assurer l'intégrité de la Syrie. Nous n'autoriserons jamais un État artificiel au nord de la Syrie. En perdant ses positions le long de la frontière turque, Daesh est privé de points de passage, des couloirs qui permettaient à l'organisation terroriste de s'approvisionner et de faire venir des hommes. Daesh a perdu tout contact avec le monde extérieur après avoir perdu les derniers villages frontaliers entre la rivière Sajour et la localité d'Al-Rai. Les États-Unis, leaders de la coalition, ont salué cette nouvelle victoire contre l'État islamique dans la région. Mais au niveau diplomatique, Washington, Moscou, Ankara n'ont toujours pas trouvé d'accord pour coordonner leurs actions contre Daesh. Parlant toujours de la Syrie, Washington et Moscou n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Au G20, les deux hommes se sont rencontrés autour de la crise syrienne, mais une fois de plus, le principal point de désaccord est le sort accordé au président syrien. Suivez. C'est l'un des principaux dossiers du G20, mais les divisions persistent entre Moscou et Washington sur la question syrienne. Après s'être rencontrés à Genève il y a quelques jours, John Kerry et Sergei Lavrov se sont à nouveau entretenus, sans accord à la clé. Je l'ai toujours dit, on ne va pas se précipiter et on ne va pas faire quelque chose d'inférieur à ce que nous croyons être une opportunité légitime. Depuis des semaines, Moscou et Washington négocient un accord pour parvenir à un cessez-le-feu. Un arrêt des hostilités indispensable afin que l'aide humanitaire puisse arriver dans certaines zones où les civils sont pris au piège. La Russie et les États-Unis cherchent un moyen d'améliorer leur coopération au niveau des renseignements, mais aussi de l'action militaire dans la lutte contre l'État islamique. Les présidents russes et américains se sont rencontrés pour un entretien informel qui n'a pas davantage permis d'avancer sur le dossier syrien. Nous avons des différends importants avec les Russes en ce qui concerne les partis que nous soutenons, mais aussi sur le processus nécessaire pour restaurer la paix en Syrie. Mais si nous n'obtenons pas certains accords des Russes pour réduire les violences et apaiser la crise humanitaire, il sera difficile de voir comment parvenir à la prochaine étape. Parmi les points d'accroche pour parvenir à un accord, le sort du président syrien Bachar el-Assad, dont les États-Unis réclament le départ. Washington accuse la Russie d'avoir fait marche arrière sur certains points des discussions. Mais c'est bien la Russie, alliée du régime d'Assad, alliée de la Turquie et partenaire de la coalition, qui tient les rênes du conflit syrien.
Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV Africa Today. Bonsoir.